Bienvenue dans cet amphithéâtre pour une nouvelle controverse, la première de cet après-midi, de cette séquence des rencontres économiques. Le sujet, peut-on encore financer utile, s'inscrit évidemment dans le thème générique de ces rencontres économiques. Pour ouvrir ce débat, un constat s'impose. Nous devons aujourd'hui naviguer dans un monde sans repères. Et même si, avec le temps et les répétitions des événements, chacun fait preuve d'adaptation et de résilience, le contexte reste particulièrement compliqué à appréhender pour les entreprises et les financeurs qui ont besoin de visibilité et sont un peu allergiques, si ce n'est beaucoup, à l'incertitude. Avec moi, Jérôme Sadier, président du Crédit Coopératif, et puis Monsieur Damien Charrier, président des experts comptables de la Chambre nationale. On va commencer par faire un point sur la thématique globale de ces rencontres, naviguer sans repères, et voir avec vous un petit peu comment cette incertitude, alimentée chaque jour par de nouveaux événements, on voit bien qu'aujourd'hui on est obligé de s'adapter entre les crises géopolitiques, les crises économiques, les incertitudes sur les taux, la polarisation de la société, les innovations et évidemment les crises climatiques. On en est encore témoin de ces dernières semaines avec la canicule. Donc l'année 2026 illustre tous ces événements et l'idée étant de voir un peu, messieurs, ce que vous regardez, comment vous vivez cette partie d'incertitude. Monsieur Charrier, du point de vue des chefs d'entreprise que vous et vos confrères accompagnent au quotidien, comment définir ce qui est utile quand la priorité est à court terme dans ce monde sans repères, instable et parfois simplement de survivre ou de maintenir une trésorerie? Bien, bonjour à toutes et à tous, et j'avais envie de vous répondre qui suis-je pour juger de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. Évidemment, en fait, cette notion d'utilité, est-ce que c'est l'entreprise elle-même qui la définit? Est-ce que c'est la banque? Est-ce que c'est son expert comptable? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la norme? Est-ce que c'est la société? C'est un vaste sujet. Moi, je crois que ce qui est utile dans une entreprise, c'est quand une entreprise, elle paye ses fournisseurs, elle paye ses salariés, elle investit, elle crée des conditions de développement économique, elle forme aussi, elle forme des stagiaires, elle forme des alternants, et ça, je pense que c'est relativement utile. Et finalement, quand on regarde comme ça, on se dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont sans ambiguïté utiles. Alors on peut les lister, hein, mais je pense à toutes les entreprises qui forment le lien social dans les centres-villes, dans les bourgs isolés. Je pense aux entreprises du patrimoine vivant. Je pense à celles qui ont des savoir-faire spécifiques et qui sont indispensables dans des filières sur le long terme. Et je pense aussi à toutes les entreprises qui forment la souveraineté. Alors, soit de la souveraineté technologique, donc on peut parler d'intelligence artificielle, de data center, soit de la souveraineté alimentaire, bien sûr j'associe le monde agricole, soit de la souveraineté en matière de santé. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'entreprises utiles. Je remarque d'ailleurs que ces sujets, ils ont été évoqués dans les rencontres. Alors j'ai noté, mardi 30 juin, vous avez parlé d'économie locale, un repère dans un monde incertain. Aujourd'hui à 14 h, le patrimoine vivant, moteur économique des territoires. Et demain, la tech française, moteur de l'économie. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises utiles. Et si elles sont utiles, eh bien les financer, c'est évidemment utile. On pourrait même se demander s'il y a des financements inutiles. Alors, je vais vous faire une réponse tranchée cette fois-ci. Pour le coup, oui, je pense qu'il y a des financements inutiles. J'ai eu l'occasion d'être auditionné à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines sur les fonds prédateurs. Peut-être qu'un financement qui consiste finalement à détruire une entreprise utile, et bien peut-être que ce financement, lui, était inutile. Et voilà, pour revenir au principal et donc à la question du financement utile, je pense qu'il y a besoin d'exercices financement utiles et il faut des acteurs pour ça. Les experts comptables sont des acteurs et le deuxième acteur, c'est les banques. Nous, notre rôle, eh bien, c'est dans notre couloir de nage, c'est de qualifier l'information aux côtés du dirigeant, de faire en sorte qu'elle soit comprise et ensuite d'avoir un document fiable sur lequel un tiers va pouvoir statuer. Donc voilà notre rôle. On est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante au financement utile. Monsieur Sadier, le Crédit Coopératif, il a un positionnement déjà bien engagé,
un choix qu'il a fait depuis plusieurs dizaines d'années. Et comment oriente-t-on aujourd'hui le capital vers cette utilité collective quand le monde change si vite et que les repères économiques traditionnels ont éclaté? Bonjour à toutes et à tous. Moi, pour tout vous dire, je me suis demandé quand même si le titre était bien choisi et si on aurait pu dire plutôt « Doit-on encore financer inutile ?» à vrai dire. Parce que tout est relatif, à vrai dire. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas? Effectivement, qui fixe la norme de ce qui est utile? Nous, de la banque, on estime qu'on fait un métier utile parce qu'en fait, si la banque n'existait pas, de toute façon, on aurait des petits problèmes pour financer l'économie en général et même les projets de n'importe quel particulier, des familles, etc. S'il n'y avait pas les banques, à vrai dire, il n'y aurait que la rente ou l'héritage qui permettrait de financer des projets. Donc nous, on pense avoir une activité utile. Mais au crédit coopératif, depuis maintenant, effectivement, 40 ou 50 ans, même si on existe depuis 130 ans, nous, on s'est dit qu'on allait concevoir par rapport aux grands enjeux de la société, auxquels se sont ajoutés les enjeux de la transition écologique, donc on allait partager en fait l'expérience de nos clients et leurs engagements. On a décidé de concevoir la banque en choisissant ses clients et en partageant les engagements de nos clients. C'est comme ça qu'on est devenu une banque engagée qui a défini sa propre utilité. Et notre utilité, c'est pas de faire du crédit, c'est de faire du crédit ou de soutenir les projets de clients qui sont eux-mêmes engagés parce qu'on partage la même vision. Et comme on est banque coopérative et qu'on fonctionne comme une coopérative, on a conçu cette vision collective au sein de la coopérative de façon à délimiter ce qu'on pouvait faire. On a été pionnier sur certains sujets, sur les énergies renouvelables par exemple, et on a exclu par ailleurs certaines activités dont on estimait collectivement qu'elles n'étaient pas utiles à une certaine vision de la société. Est-ce que tout le monde devrait faire ça? Après, chacun est responsable de ce qu'il fait, après tout. Mais en tout cas, nous, on a affiché clairement le fait qu'on devait être une banque qui faisait des choix, et on assume encore ce positionnement-là aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que faire des choix aujourd'hui en termes de financement de l'économie, le fait de choisir ses clients, d'en refuser donc, ça veut dire qu'on s'interroge aussi sur le monde tel qu'il est. Le monde il y a 40 ou 50 ans, quand on a commencé à se poser des questions, n'est plus tout à fait le même qu'aujourd'hui. Et dans un monde aujourd'hui qui effectivement est assez inquiétant, qui est comment c'est le titre, c'est déréglé, c'est ça, je sais plus. Sans repère. Sans repère, pardon, sans repère. La question de savoir qui fixe des repères à nouveau, on va dire. Et moi, le constat que je fais, mais il n'est pas que personnel, c'est qu'en fait, les États ne sont plus en mesure aujourd'hui de fixer les repères. Parce qu'ils sont submergés par ce qu'est aujourd'hui une grande vague en fait, économique qui mène à la guerre économique d'ailleurs mondiale, qui repose sur un appât du gain sans limite, qui se nourrit de l'appétit consumériste et par ailleurs qui est encouragé par la technologie. Donc les États, dans leur conception classique, avec leurs compétences actuelles, ne peuvent plus réguler tout ça. Donc il faut que les acteurs économiques, et on prend notre part en tant que banque, essaient de donner un cap, d'avoir des principes. Sinon, je pense que ça va mal se terminer. Du coup, du côté des entreprises comme du côté des banques, il y a un vrai sujet de savoir qui trie et comment on trie les projets dits utiles ou en tout cas qui ont un impact positif sur le financement de l'économie et pour obtenir les fonds, comment l'entreprise va justifier et comment ça va être trié du côté des banquiers. Du côté des experts comptables, aujourd'hui, on va au-delà de la simple état financier. On va aussi regarder l'impact social, vous en avez parlé tout à l'heure, le carbone. Est-ce que la comptabilité moderne, c'est aussi une arme secrète pour forcer le secteur financier à être plus utile, à avoir plus d'impact avoir plus d'impact, pardon. Alors peut-être en préambule quelques mots sur les experts comptables, c'est parce qu'on dit les experts comptables, mais c'est qui les experts comptables? C'est 22 000 professionnels en France, métropolitaine et outre-mer, 190 000 collaborateurs et 3 500 000 organisations, je vais dire, qui sont accompagnées au quotidien. Il y a des entreprises, bien sûr, mais il y a aussi du monde de l'économie sociale et solidaire, il y a des associations, et on produit également 4 millions de bulletins de salaire par mois, donc une partie importante quand même de la population active. Et donc cette présence terrain, elle nous aide effectivement à être un repère dans un monde qui peut être en manque. Alors, on a plusieurs rôles qui sont... je vais venir après au rôle non financier, mais notre rôle, c'est peut-être quand même d'abord un rôle d'accompagnateur du dirigeant, des dirigeants qui ont des projets, qui ont envie d'investir et qui, parfois, ont besoin d'un miroir, qui ont besoin d'un coach.
parfois pour calmer leurs ardeurs, parfois pour limiter les risques. Et avant tout, le métier de l'expert comptable, eh bien, c'est celui-là, c'est de faire en sorte que le projet en fait soit viable, même si après le job c'est le chef d'entreprise qui le fait, puisque ça doit être évidemment le premier commercial de son entreprise. Le deuxième rôle, toujours financier, c'est de qualifier quelle est l'information financière nécessaire. Selon qu'on discute d'un projet de financement de court terme, de financement de moyen terme, de financement d'immobilier, eh bien, ce ne sont pas les mêmes attendus en matière d'information financière. Donc, on est là pour effectivement calibrer cette information financière avec peut-être un sujet qui est en train d'arriver fortement. Je me suis dit que je ferais l'effort de le dire, c'est davantage de contemporanéité. Voilà. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de la facture électronique, les flux vont arriver directement dans les entreprises. Donc on aura une information qui sera plus fraîche. Et donc ça, en fait, je pense que c'est un attendu demain, en fait, dans les financements, d'avoir une meilleure information financière. Et j'en arrive sur le dernier point, effectivement, qui est celui de votre question. On peut aussi produire de l'information non financière. Et donc, le Conseil national de l'ordre des experts comptables travaille sur un référentiel qui n'est pas la CSRD, hein, qui s'appelle, c'est VSME, c'est Voluntary Sustainability Reporting Standard. C'est-à-dire, si une entreprise, elle doit prouver en fait que son projet d'investissement est utile, y compris de point de vue de critères ESG, eh bien, si elle l'adresse à 3 établissements financiers différents, autant faire en sorte qu'elle n'ait pas 3 formats, sinon en fait les entrepreneurs passent leur temps à remplir des dossiers et en fait tout ça c'est pas très utile en fait pour la dynamique globale. Donc ce troisième métier qu'on endosse volontiers, je fais juste une petite aparté historique, mais il se trouve que les premières traces d'écriture c'est en moins 3200 en Mésopotamie. Et c'était pour les besoins de la comptabilité, c'est-à-dire c'est les scribes qui utilisaient en fait des tablettes d'argile pour justement répertorier les stocks des marchands. Et donc en fait, on a cet ADN en fait de créer un langage commun. Donc la comptabilité c'est évident. Et bien demain on se dit que le reporting extra-financier, on a une place pleine et entière à jouer sur sur cette information. Jérôme Sallier, du côté du crédit coopératif, vous prenez la finance engagée, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette finance engagée, être utile, c'est compatible avec la performance financière que parfois on a aussi besoin d'avoir du côté des entreprises pour qu'elles se développent, créent de la valeur et fassent progresser l'ensemble? Je vais vous rassurer parce qu'il y a des clients dans la salle, donc oui, on peut être engagé et en même temps avoir suffisamment de performance financière. Après, ça dépend où on met la barre personnellement. Donc la question dans une banque, et à force quand on peut se permettre de discuter au sein de la banque, parce que c'est une coopérative, c'est précisément de se fixer des règles communes pour se dire qu'on a des attentes raisonnables par rapport à la performance attendue, et en tout cas la performance des uns peut servir à la performance des autres. Donc c'est toute la question de créer du collectif dans l'affaire. Après, l'autre question, c'est savoir comment on mesure la performance, en fonction de quelle norme pour le coup. Et la norme, elle n'est pas intangible, c'est pas un expert comptable que je vais dire ça, la norme, elle a une fonction sociale. Ou plusieurs fonctions sociales d'ailleurs, ou en tout cas une fonction sociale qui est celle de créer un langage commun, de rendre les choses intelligibles pour tout le monde, et puis elle a aussi une fonction politique, parfois c'est réparer les conneries. Et ça arrive. Donc le sujet maintenant c'est de savoir où mettre le curseur. Et dans le monde dans lequel on vit avec toutes ces inconnus, on voit bien qu'il y a pas mal de choses qui nous échappent, la question est de savoir s'il faut mettre de la norme pour essayer de réguler les conneries qui arrivent. Pardon d'être trivial, hein, mais au moins c'est clair. Donc la question c'est voilà, où est le curseur et est-ce que les États peuvent vraiment peser là-dessus? Moi je crains qu'ils ne le puissent pas complètement. Donc, puis il y a concurrence dedans par ailleurs sur les sujets qui nous animent et notamment sur l'extra-financier. Donc la question c'est comment on fait quand on est des entreprises, quand on est une banque ou des acteurs financiers, comment on fait pour nous montrer l'exemple aussi, de ne pas attendre qu'on règle les problèmes à notre place, mais montrer l'exemple et c'est ce qu'on fait. Je crois que je parle sous le contrôle du directeur général du Crédit Coopératif. On est, je crois, là, une banque très engagée sous les dialogues ESG et nos clients parce qu'on les accompagne pour qu'ils prennent conscience aussi de ce qui est en train de se passer et que leur modèle économique, il va devoir évoluer de toute façon. Même si parfois, il faut devancer un peu la norme par les pratiques. Mais je préfère ça que l'inverse. Alors justement, cette pratique et ces exigences-là, est-ce que finalement, c'est
toutes les entreprises peuvent y répondre? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu plus l'apanage d'entreprises, de ETI, voire et forcément des grandes entreprises versus les PME et les PME et les petites entreprises qui, eux, ont moins de moyens à consacrer à ça pour le financement? Monsieur Charrier. Je crois que c'est tout l'enjeu. Si effectivement on limite l'accès au crédit aux entreprises qui ont une direction financière ou une direction de la durabilité, on va passer à côté de beaucoup de sujets en fait, puisque bien évidemment le développement économique, ça se passe pas uniquement dans les sièges à Paris, ça se passe dans les territoires, et il faut effectivement que ces entreprises elles aient accès au crédit comme je dirais comme les autres. Donc là encore, on est là pour faire en sorte et j'aurai l'occasion de le redire, mais d'essayer d'avoir une égalité des chances dans cet accès au crédit. En tout cas, c'est un engagement assez fort de la profession d'expert comptable qui est présente en territoire et en proximité, puisque c'est vraiment notre ADN. Après, je pense qu'il y a aussi, faut que chacun prenne sa part de responsabilité sur ce sujet-là. L'État a aussi une part de responsabilité. Au moins, j'ai identifié moi quatre critères. Le premier, c'est celui de la fiscalité. Il faut qu'on ait une fiscalité lisible, si possible favorable au développement économique et surtout stable, parce que le pire, c'est l'instabilité. Il faut que l'État, pourquoi pas, s'intéresse à l'utilisation du crédit, et peut-être aussi en Europe, et l'orienter davantage vers les entreprises. Peut-être qui comble les trous dans la raquette. Je pense notamment à la Banque publique d'investissement, dont c'est un peu la mission, de combler les trous dans la raquette du financement ou de la garantie. Et puis dernier sujet, c'est aussi de favoriser la contribution d'écosystèmes favorables. Alors, pas forcément tout seul, parce que je pense que les régions ont aussi une place là-dedans, les EPCI, avec le tissu associatif pour créer en fait les conditions du financement et de la reprise des entreprises. Donc il y a tout ça. Et puis je terminerai juste sur ce qui nous incombe à nous, experts comptables. On a été créé par une ordonnance de 1945, donc on a fêté nos 80 ans l'année dernière, sur une mission qui était assez simple au final. Bon, alors contribuer au redressement des finances publiques parce que c'était après-guerre, mais également traiter les entreprises de manière équitable devant la collecte de l'impôt. Ce n'est pas notre seule mission, mais c'était quand même la mission d'origine. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans notre ADN, l'équité des entreprises, et que ça, il faut aussi, et c'est ce qu'on fait au quotidien, on s'engage pour que les entreprises elles aient un accès équitable au crédit. Jérôme Chalier, du côté du crédit coopératif, comment vous voyez cette dualité entre les différentes strates de l'économie française qui ont tout un rôle essentiel à jouer, qu'elles soient très grandes entreprises ou une PME qui dynamise dans les territoires notamment la vie de la société? Forcément que tout le monde n'est pas placé dans la même situation pour prendre des mesures énergiques en matière de transition écologique, etc. Donc forcément qu'il ne faut surtout pas pénaliser l'accès au crédit, même si je ne sais pas si on évitera un jour d'avoir des taux différenciés en fonction des engagements qui sont pris par les uns ou par les autres. Donc la question, si on doit un jour arriver à ça, ce qui n'est pas l'hypothèse la plus favorable à mon avis, mais normalement, il faut accompagner en fait les entreprises. Et évidemment que ça ne va pas se passer de la même façon pour tout le monde. Moi, je crois par ailleurs que c'est, pardon, mais je vais être encore une fois trivial, j'en suis vraiment désolé, c'est la chaleur, mais comment d'autres choses, c'est pas la taille qui compte en fait. Et nous, on voit bien qu'on a des petites entreprises au sein du crédit coopératif qui sont parfaitement engagées, malgré le fait que leur modèle économique n'est pas du tout le même qu'une entreprise du CAC 40, à vrai dire. Donc c'est aussi quand même d'abord une question de volonté. Après, le type d'activité économique exercée par une entreprise n'est pas forcément toujours adapté en fait à une transformation de modèle dans un délai rapide, on va dire ça comme ça. Donc ça doit aussi s'adapter au type d'activité. Donc les banques sont là pour accompagner, mais ça interroge aussi comment traiter finalement, non pas les défaillances de marché, mais les défaillances d'accompagnement. Damien a eu raison d'évoquer la question des écosystèmes. Moi, j'ai aucun souci pour les grandes entreprises. Qu'elles le fassent contraintes ou pas, elles le feront. Les plus petites, ça va être plus compliqué. Et de la même façon qu'il y a eu, il y a un siècle, des banques créées pour subvenir aux besoins d'accès au crédit parce qu'il y avait des vraies défaillances de marché, là, il faut s'interroger sur le fait de savoir s'il n'y a pas des relais à prendre par différents moyens. Il peut y avoir des fonds divers et variés, des mécanismes incitatifs sur le plan fiscal. Le rôle de la BPI, je ne suis pas tout à fait certain qu'elle soit dans les failles de marché, à vrai dire, aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut remodeler sans doute pour que l'intervention publique, lorsqu'elle doit exister, aide ceux qui en ont vraiment besoin, pas ceux qui sont déjà les champions.
Il y a aussi la question de l'investissement privé, accompagné par les banques, qui parfois aussi doit être suscité. On sait qu'on est un peu en retard en France par rapport à ça. En conclusion, puisqu'il nous reste 3 minutes, peut-être un mot de la fin sur la solution ou un levier prioritaire à vos yeux, chacun à tour de rôle, pour que l'argent aille peut-être un peu plus massivement sur des investissements utiles, ou en tout cas selon la définition que vous avez tracée au début. Peut-être qu'on va commencer avec Damien Charrier. Oui, alors pour moi, la solution, c'est la confiance. Et la confiance, elle se place à 2 niveaux. C'est la confiance dans les hommes qui sont derrière les entreprises, donc les entrepreneurs, et la confiance dans les documents, en fait, qui permettent de statuer, en fait, et de délivrer des financements. Et je dois dire que cette confiance, c'est quelque chose qui n'est pas remplaçable par de l'intelligence artificielle. Parce que quand on dit on est dans un monde sans repères, ça veut dire que les modèles économiques, sur le moyen terme, sur le long terme, tout le monde s'interroge sur effectivement leur pertinence. En revanche, on peut avoir confiance dans l'être humain qui est derrière, sa capacité à s'adapter, à transformer, voire peut-être à pivoter. Et donc ça, c'est juste essentiel. Et au final, si on réunit un triptyque avec un entrepreneur, avec un expert comptable, avec un banquier, eh bien, je crois qu'on est capable de créer ensemble les conditions de la confiance et de créer du développement économique qui soit durable et qui soit utile. Jérôme Chadier, le mot de la fin. D'abord, je suis d'accord avec Damien. Oui, non, mais... Deuxièmement, dans ce sens-là. Deuxièmement, non, mais on a brodé tout à l'heure autour du terme utilité. En fait, comme il est relatif, la question de savoir comment on se comporte par rapport à sa propre utilité. Donc la nécessité, à mon avis absolue, pour être utile, c'est d'abord d'avoir la vraie volonté de comprendre le réel, le monde dans lequel on évolue. Je suis persuadé que tout le monde n'a pas envie d'analyser profondément les mécanismes aujourd'hui de ce monde sans règles, sans repères, etc. Donc il faut se mettre déjà d'accord sur l'utilité. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne construit rien de durable sans consentement collectif. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, à vrai dire, parce que pour faire des choses, on peut faire des choses utiles, mais il faut les faire de la durée. Mais pour les faire dans la durée, il faut consentir aux choses, aux efforts, aux effets induits qui sont derrière, etc. Donc, construire le consentement va être au moins aussi important que la nature des engagements. On devait terminer à 17h25, il est 17h24, donc on va vous remercier. Peut-être, sauf s'il y a une question dans la salle. Pas de questions. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Et merci beaucoup. bonne continuation.